Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous, l'émission des entrepreneurs et du mindset. Je suis en compagnie d'Alexandre Cavassa. Bonjour Alex. Bonjour Virginie. Est-ce que tout va bien Alex? Oui, pour toi. Eh bien ça va, merci. Tu as une très très belle chemise. Tu l'aimes? Beaucoup. Ah ben. Alors ce jour Alex, nous sommes en compagnie de Théo Laborde du cabinet de conseil entreprise et patrimoine. Bonjour Théo. Bonjour Virginie. Comment ça va? Ça va bien et toi? Très bien. Alors je vous propose d'abord ceci et après on en découvre plus sur toi. Alors Théo, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce en quoi consiste ton activité que tu as fondée, me semble-t-il? Bien sûr. Donc je suis le cofondateur du cabinet de conseil en stratégie patrimoniale, entreprise et patrimoine. Donc la stratégie patrimoniale, la notion de stratégie est très importante puisque la notion de stratégie implique la mobilisation de connaissances transversales en fiscalité, en droit des sociétés, en droit de la famille, en droit civil de manière plus générale, en investissement, en budgétisation, afin de répondre à des objectifs de chefs d'entreprise principalement ou de famille dans la gestion de leur patrimoine au sens large du terme. D'accord, donc tu accompagnes principalement des dirigeants d'entreprise? Tout à fait, c'est-à-dire qu'à 90%, nos clients sont des chefs d'entreprise dans leur moment de vie important, qui ont besoin d'être accompagnés sur la gestion de leur patrimoine. Et quelle différence alors tu fais avec, par exemple, un conseiller en gestion de patrimoine? Alors, le conseiller en gestion de patrimoine classique s'attache uniquement à la partie investissement. D'accord ? C'est pour ça que j'insiste sur la partie stratégie. La partie stratégie, c'est avoir un regard 360 qui permet finalement de balayer autant l'aspect civil, le régime matrimonial, le testament, l'aspect fiscal, la fiscalité d'une cession d'entreprise, d'un bien immobilier, la fiscalité successorale, que la partie budgétaire. Donc, par exemple, pour un chef d'entreprise qui cède sa société, comment reconstituer son train de vie suite à la cession. D'accord. Et alors, comment est structurée ton entreprise? Si tu pouvais nous parler un petit peu de ton équipe. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, nous sommes 5. Donc, j'ai moi-même, un associé, un ingénieur patrimonial, une assistante et un alternant. D'accord. Donc, nous travaillons souvent en binôme sur les sujets pour finalement apporter un conseil de qualité à nos clients. D'accord. Comment ces clients vous contactent justement? Alors justement, nous fonctionnons uniquement en recommandation. Nous sommes recommandés principalement par des experts comptables, notaires, avocats, transactionnaires, intermédiaires en cession d'entreprise, parce que nous avons une clientèle relativement haut de gamme et on ne peut pas se permettre de démarcher ce type de clients. Donc souvent, à 95%, les recommandations viennent soit de nos prescripteurs que je viens de décrire, soit des clients eux-mêmes satisfaits de nos prestations et qui nous recommandent à leurs amis. D'accord. Donc en fait, c'est un travail, on va dire, d'équipe avec une vision en fait assez collaborative de ce que je comprends. Tout à fait. D'ailleurs, on se place nous-mêmes en chef d'orchestre de la stratégie patrimoniale pour nos clients, puisque nous n'avons pas vocation à remplacer ni leur expert comptable, ni leur notaire, ni leur avocat. Mais disons que comme nous faisons du conseil patrimonial notre cœur d'activité, nous apportons du lien entre toutes ces professions, d'accord, puisque chacune a son prisme de vision sur la partie patrimoniale. Nous apportons du lien pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun trou dans la raquette pour les stratégies que nous incarnons et que nous mettons en œuvre pour nos clients. D'accord. Alors, comment ça se passe le process concrètement une fois qu'on vous contacte? Il y a une partie, je suppose, diagnostic ou... Tout à fait. C'est-à-dire qu'une fois que du coup nous sommes recommandés par les prescripteurs, nous provoquons un rendez-vous, nous organisons un rendez-vous de prise de contact avec les clients qui nous permet, nous, de cerner les besoins et de nos clients et qui permet aussi aux clients de voir s'il a envie de travailler avec nous. Pourquoi? C'est très important ce que je dis. Comme nous rentrons dans l'intimité de nos clients, puisque nous devons tout savoir pour faire du conseil de qualité et du conseil 360, nous avons besoin de nous assurer que le client nous fait confiance et nous-mêmes avons besoin de pouvoir sentir la relation avec le client qui permet finalement d'arriver à un conseil de qualité. Oui, ce que tu veux dire, Théo, c'est qu'il faut que ça matche, je suppose, puisqu'on est dans Exactement. la relation humaine. C'est ça, c'est-à-dire que l'aspect humain est très important. Il y a forcément, la base, c'est l'aspect technique dans notre métier, mais l'aspect humain et l'aspect finalement social est très important dans ce que l'on fait.
Bien sûr. Je crois qu'Alexandre avait une question sur l'actualité Oui, fiscale. l'actualité, puisque moi, quand j'entends fiscalité, patrimoine, j'entends des gens qui ont envie de se renforcer d'un point de vue financier, de créer un héritage aussi, une suite. Est-ce que, avec tout ce qui est nouvelle loi finance et le reste, les gens n'ont pas envie de partir de la France? On en voit beaucoup. Moi, j'en connais là régulièrement. Voilà, récemment, ils sont partis plutôt se réfugier au Canada. Dire on arrive à un petit peu plus évoluer de ce côté-là dans d'autres pays que la France qui, nous le savons, taxe énormément. Alors, c'est très juste. On est souvent d'ailleurs sollicité par des clients qui nous posent la question. Déjà, le premier point, nous expliquons à nos clients qu'en France, certes, c'est un pays où le taux de taxation global, que ce soit l'impôt sur le revenu, les droits de succession, l'impôt sur la fortune immobilière, est élevé. Mais c'est aussi un des pays où les biais d'optimisation sont les plus importants. D'accord? Donc, s'expatrier, déjà, c'est un projet de vie. Il faut quand même avoir envie de quitter ses proches, De partir, de quitter ses amis. déraciner, c'est bête. Tout à fait. Donc, quand c'est vraiment un projet de vie pour des raisons autres que fiscales, la fiscalité compte, on accompagne à ce changement, à cette expatriation. Mais quand ce n'est pas un projet de vie et que c'est uniquement pour des raisons fiscales, nous trouvons ça dommage et nous préférons dire à nos clients, vous savez, en connaissant bien les règles du jeu en France, il y a de très bons moyens, légaux, je ne parle pas de fraude, On Évidemment. va pas partir au Caïman. exactement, d'optimiser sa fiscalité, puisque quand on connaît encore une fois bien les règles du jeu, on arrive à d'excellents résultats et c'est justement notre rôle. Et dans cette nouvelle loi de finances qui a mis du temps à sortir, on a suivi un peu l'actualité, est-ce qu'il y a des nouveautés là sur lesquelles tu peux mettre en garde, par exemple, les clients que tu accompagnes? Bien sûr. Un petit point auquel je pense qui concerne pas mal de nos clients, c'est qu'à partir d'un certain niveau de revenu, d'accord, le taux moyen d'imposition doit être au moins de 20%. D'accord, donc ça, c'est nouveau. Il y a des moyens de passer outre cette loi, alors encore une fois, de manière tout à fait légale, mais c'est un petit point d'attention. Par exemple, pour un couple, c'est à partir de 500 000 euros de revenus. Alors, c'est un certain niveau de revenus, mais ça peut concerner certains clients et c'est un point qu'il faut surveiller. Mais je rebondis sur cet aspect-là, puisque notre rôle, comme j'ai dit, il est 360 et il ne se cantonne pas à l'aspect fiscal. C'est très important parce que l'aspect fiscal, certes, c'est un point primordial, mais il y a aussi l'aspect civil. L'aspect civil, c'est pacifier les relations. Et notre rôle est déjà de sensibiliser et de faire en sorte que les relations familiales, dans le cadre de la gestion d'un patrimoine, soient totalement pacifiées. Et on en connaît des petites histoires où c'est compliqué, quand tout va, et puis quand effectivement il y a parfois des héritages, ou des droits de succession, ça devient plus compliqué. Donc avec entreprise et patrimoine, vous pouvez anticiper un petit peu ces conflits, de ce que je comprends. Tout à fait. J'ai un exemple qui me vient en tête. On peut par exemple donner à ses enfants, mais leur interdire d'apporter ces biens à une communauté conjugale, pour éviter que ça profite éventuellement à un conjoint malveillant, mal intentionné. Voilà, donc c'est des petits tips. Nous, on a pour l'habitude de se dire que le diable se cache dans les détails, d'accord? Mais c'est pas fiscal, ce que je viens d'expliquer, mais c'est tout aussi important que l'aspect fiscal. Et notre rôle, justement, d'avoir ce regard 360 permet de pacifier réellement les relations familiales, tout en optimisant, bien sûr, la fiscalité et la gestion de patrimoine de nos clients. Alors toi, Théo, si on revient un petit peu sur ton parcours, tu as toujours été dans la gestion patrimoniale ou le conseil en stratégie. Comment ça t'est venu cette idée-là de fonder cette société? Alors, c'est une bonne question parce que j'ai un parcours un peu atypique. À la base, j'ai fait des études d'expert comptable, donc je suis allé jusqu'au diplôme d'expert comptable que j'ai par ailleurs, et j'ai fait mon mémoire, qui est une petite thèse d'expertise comptable, qui est un peu le sommet un peu difficile à gravir dans le milieu de la comptabilité. Une petite thèse de combien de pages? De 110 pages, mais qui est estimée à 600 heures de travail. Oui, voilà. Donc bon, voilà, c'est censé apporter à la profession. Et donc j'ai fait ce mémoire sur l'ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise. Et c'est là finalement que je me suis rendu compte que je voulais en faire mon activité principale, parce que j'aurais très bien pu, en tant qu'expert comptable, avoir une activité, on va dire, annexe, liée à cette ingénierie patrimoniale. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'est ce qui m'animait, ce qui me passionnait réellement, de par la transversalité des matières étudiées et des matières mobilisées. Et donc, je me suis dit que je voulais faire ça de mon quotidien professionnel. D'accord, très bien, intéressant. C'est fascinant. Et un conseil peut-être à donner aux gens là, qui peuvent nous écouter? Alors, déjà, le premier conseil qui s'applique à toute situation, c'est l'anticipation.
D'accord. Alors, il n'est jamais trop tard pour agir. Quoique. Ouais, il ne faut pas venir non plus. On peut toujours venir. On peut toujours venir. Mais plus on s'y prend tôt dans l'anticipation, par exemple, d'une cession d'entreprise, mieux on pourra optimiser et protéger. Encore une fois, je ne parle pas que fiscal. L'aspect civil est très important. Voilà. Donc, je pense par exemple là à un cas, un client qui est venu nous voir, appelons-le Monsieur Pierre, qui a prévu de céder son entreprise environ 2 millions. C'est pas mal. C'est pas mal. Un joli client. S'il cède sans déjà réfléchir à la fiscalité, il va laisser 30%, la fameuse flat tax que l'on connaît, plus éventuellement 4% de CEHR, c'est la contribution exceptionnelle sur les revenus, ce qui donne un taux d'imposition, étant donné que c'est lui qui a créé la société et donc il ne l'a pas racheté, d'environ 34%. On arrondit avec quelques frais, il lui reste 1,3 million sur cette cession. Monsieur Pierre, il a par ailleurs du patrimoine, il n'a pas forcément besoin de cet argent. S'il ne le consomme pas, ses enfants seront taxés sur cette somme. Petit aparté, les droits de succession en France, c'est l'impôt le plus important puisque ça peut aller jusqu'à 45%. Imaginons qu'ils soient dans cette tranche de 45%, ces enfants, finalement, qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste 700 000 euros. Donc on passe d'une cession d'une entreprise à 2 millions que Monsieur Pierre a bâti avec la sueur de son front, qui a laissé des plumes, du temps, de sa vie, à finalement un restant pour les enfants de 700 000 euros, et je vous passe les frais adjacents, bien sûr. Donc, dans ce genre de situation, bon, chaque cas est particulier, on ne peut pas faire une généralité, mais des fois, ce qu'on conseille, encore une fois, en fonction des objectifs du client, c'est d'inverser la chronologie des opérations. Et donc, en fait, de donner une partie des titres aux enfants avant la cession. Cela permet de purger la plus-value, d'accord? On donne avec les abattements qui existent de donation, par exemple de 100 000 euros, qui se régénèrent en plus tous les 15 ans. Une fois qu'on a donné ces titres, par exemple si on le fait sur 500 000 euros, c'est les enfants eux-mêmes qui vont céder les titres au potentiel acquéreur. D'accord? Comme ils ont reçu les titres dans leur patrimoine pour 500 000 euros, ils ne réalisent pas de plus-value. Et finalement, on aura économisé de l'impôt sur la plus-value et des droits de succession sur cette partie. Puisqu'en général, on compte sur le fait que le dirigeant soit encore vivant dans 15 ans. On espère, hein, Monsieur Pierre, le pauvre. Et donc là, par exemple, sur un tel cas, on parle sur 25% uniquement de ces titres. Après, il y a d'autres solutions envisageables pour aller un peu plus loin, mais on parle d'une économie de l'ordre de 250-300 000 euros entre l'impôt sur la plus-value et les droits de succession. D'où l'importance, effectivement, de te solliciter en prévision de chaque moment de la vie. Tu parlais tout à l'heure des contrats de mariage, de la vie aussi du dirigeant dans sa revente d'entreprise, mais aussi effectivement allant jusqu'au droit de donation et succession. On rappelle que ça ne fait pas mourir les gens pour autant, mais que c'est bien de s'en occuper de son vivant. Exactement. C'est ce que je dis à mes clients. Gérer du risque, ne le fait pas survenir. D'accord ? Se protéger de pièces rapportées, se protéger d'un conflit entre madame et les enfants. C'est sympa pour les belles filles, les pièces rapportées. Bien sûr. Non, mais j'ai tendance à dire qu'on ne connaît pas bien ses enfants tant qu'ils ne sont pas mariés et tant qu'il n'y a pas eu... Bien sûr, ça arrive. C'est un risque, c'est ça. Arrive. On le voit régulièrement. Donc il faut se protéger. Et puis en plus, quand je dis pacifier, d'avoir tout sécurisé, finalement, ça évite la moindre contestation. Donc en plus, c'est mieux pour l'harmonie familiale. Et là, encore une fois, ce n'est pas fiscal. Mais c'est là où notre rôle est important, tout comme aussi le fait de dire aux dirigeants, vous avez vendu votre boîte, comment régénérer les revenus qui étaient les vôtres avec votre capital, en essayant de décapitaliser au minimum, en vous protégeant et en faisant en sorte que la fiscalité successorale soit la plus douce possible. Vous voyez, on vient de balayer l'aspect 360 de notre intervention qui finalement est très important pour les dirigeants, notamment dans le cas d'une cession. Sans dévoiler l'aspect confidentialité, mais tu as des histoires comme ça qui te reviennent en tête de personnes qui seraient venues te voir trop tard et il y a eu des histoires complètement... Je vous prends un exemple et vous allez voir que là, c'est pas fiscal. Un dirigeant qui cède via une holding, donc c'est la holding qui cède les titres de sa société et qui a voulu tout distribuer. Tout distribuer en dividende, d'accord ? La holding était un bien propre, d'accord, donc n'appartenant pas à madame. Comme ils étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, les revenus de biens propres deviennent communs. Donc monsieur, il avait des enfants d'un premier lit, parce que ça, c'est des situations aussi complexes qu'il faut prendre en compte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les dividendes distribués à sa holding, il a divorcé, sa femme en avait droit à la moitié.
D'accord. Voilà. Pas d'anticipation, pas de conseils à ce sujet. Et là, c'est pas fiscal. Il devait être content, le monsieur. Non, bien évidemment. Donc voilà, c'est encore une fois, j'insiste parce qu'on vient souvent nous voir pour l'aspect fiscal. L'aspect fiscal est très important, mais l'aspect civil, dans le conseil patrimonial, la stratégie est tout aussi important. D'où cette vision 360 que tu proposes avec tes équipes. On va passer à la dernière question. C'est vrai qu'on pourrait vous garder des heures pour parler de tous les exemples qu'il pourrait y avoir. Et encore, j'imagine que vous n'avez pas encore tout vu. Donc peut-être que... On passe à la dernière question. C'est un agenda qui va s'afficher. Il va y avoir plusieurs horaires qui sont là. Il faut en choisir un. Et il y aura une question à laquelle il faudra bien évidemment répondre. Alors, 10 heures. Le rendez-vous de 10 heures. Allez, rendez-vous de 10 heures. C'est parti. Nous allons découvrir ensemble la question. Alex ? Alors, si vous aviez un super pouvoir pour une journée, quel serait-il et comment utiliseriez-vous dans votre entreprise ? Alors, c'est un super pouvoir. Tu rêverais d'avoir. Super pouvoir, c'est difficile. Les journées sont courtes. Les journées passent très vite pour un chef d'entreprise comme moi. Donc, des fois, j'aimerais bien pouvoir arrêter le temps pour pouvoir traiter tout ce que j'ai à traiter dans la journée et pouvoir dire bon, ben maintenant, j'ai tout traité. Le temps peut reprendre et comme ça, je suis plus à l'aise pour la suite. D'accord. Bon, écoute, si quelqu'un nous entend, le dieu du super pouvoir, il faut penser à Théo Laborde. C'est ça, merci. Merci beaucoup Théo d'avoir répondu à cette invitation. Merci Alexandre de m'accompagner toujours si bien. Je vous dis à vous à bientôt pour un autre rendez-vous.